Ok, à chaque pression du tube de mayonnaise sur ce que vous mangez, ça fait 1 cuillerée à café et demi de sucre. J'adore le thon. Qu'est-ce que ça contient? Presque 1 cuillerée à café par portion. Ici, on a un autre grand classique, haricots sauce tomate. Par portion, il y a presque 4 cuillerées à café de sucre. De la drogue dans nos assiettes? Oui, la malbouffe nous rend accros et pourrait bien nous tuer. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Investigation. Manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, voilà 10 ans que nous entendons ce slogan obligatoire après chaque publicité pour des produits alimentaires. Pourtant, malgré les nombreuses actions de prévention, les chiffres sont inquiétants. Les Français grossissent à vue d'œil, 6,5 millions sont en surpoids. Pour rester en bonne santé, il suffit de savoir manger. C'est en tout cas le message que voudraient bien nous faire passer les industriels. Ce n'est pas si simple. Prenons l'exemple du Pacifique, où la balance s'affole. Les petits Polynésiens pèsent souvent plus de 20 kilos à l'âge de 2 ans. Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Enfants obèses, chronique d'une tragédie annoncée, un film de Grégoire Lamarche. Dans le monde, d'après l'OMS, le nombre d'enfants obèses serait passé de 32 millions dans les années 90 à 42 millions aujourd'hui. Une pandémie mondiale à laquelle n'échappe pas la France. L'outre-mer, la Polynésie en tête, est durement touchée. 80% de toutes nos maladies proviennent de ce que nous mangeons dans nos assiettes. Un jour, je n'en pouvais plus et je me suis évanouie. Les responsables, c'est bien nous. Quand tu as envie, tu en manges, et même quand on abuse. Mais vous ne pouvez pas tout régler par la loi. Le problème n'est pas le problème du sucre, c'est un problème de comportement alimentaire. Le vrai courage politique, ça serait d'interdire et McDonald's et Coca-Cola sur le territoire. En France, l'obésité fait des ravages. En 20 ans à peine, le nombre d'enfants obèses a triplé. Nous sommes à Bailly-Romainvilliers, en région parisienne. Bonjour. Nous rencontrons le docteur Fidalgo et Sofiane, un jeune garçon qui souffre d'obésité. À 12 ans, difficile de vivre avec ce surpoids. C'est dur aujourd'hui. Il y a des fois où c'est dur. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Le fait de prendre du poids aussi rapidement, c'est dur ça. Et puis voilà. Et ça entraîne quoi dans la vie de tous les jours? Des moqueries. Et des difficultés. Ouais. Ce mal-être, le docteur Fidalgo le connaît bien. Lui-même est un ancien obèse. Ce qui est dur, c'est de... Quand je vois un enfant pleurer comme ça, avoir envie de pleurer parce que je sais ce qu'il ressent, à chaque fois, moi, je pleure de l'intérieur aussi. Moi, mon médecin, il me disait, Laurent, arrête de me raconter des histoires, si t'es gros, c'est que tu manges trop. Et il finissait toujours sa phrase par il n'y avait pas de gros à Auschwitz. Donc ça, tu peux pas comprendre, mais moi, ça m'avait... Et aujourd'hui encore, 30 ans après, 35 ans après, c'est une phrase qui me déchire de l'intérieur. Allez, on va faire les mesures, voir où t'en es. On va sur ta copine. Super. T'as vu le chiffre? Sofiane a perdu 5 kilos en 2 mois. Elle est pas belle, la vie? T'as perdu 4 cm de ventre. Tu dois le sentir dans tes t-shirts, non? Ce qui fait descendre l'IMC à 32,9. Il y a un tour de taille qui est descendu à 98. En France, les enfants obèses comme Sofiane représentent 5% de la jeunesse. D'après le ministère de la Santé, c'est en Polynésie française qu'ils sont les plus nombreux. Nous avons décidé de nous y rendre, direction Tahiti, pour mener l'enquête. Nous allons découvrir que sur cette île en plein Pacifique, la situation est critique. Ici, l'obésité infantile atteint des records, bien plus encore qu'aux États-Unis. Un enfant sur 3 est concerné. Pourquoi la Polynésie est-elle si durement touchée? Comment en est-on arrivé là? Et peut-on inverser la tendance?
Notre enquête commence à Papeete. Nous nous rendons à quelques kilomètres de la capitale, rencontrer un adolescent en surpoids qui accepte de témoigner. Chez la famille Butcher, nous faisons connaissance avec le fils, Tapunui, 16 ans. Comme de nombreux jeunes, Tapunui a l'habitude de passer beaucoup de temps devant ses écrans. La plupart du temps, quand je reviens de l'école, je regarde un peu la télé, je reste tout le temps au lit et je reste sur Facebook. Mais en général, je bouge pas du tout. J'aimerais bien sortir avec mes collègues, mais à cause de mon poids, je me sens un peu à l'écart. C'est moi qui ai honte. Les autres, ils me regardent pas forcément, mais c'est moi qui regarde les autres. Tapunui mesure 1,75 m et pèse 116 kg. Il est déjà à un stade d'obésité dite sévère, celui où la chirurgie est généralement préconisée. En surpoids depuis l'âge de 10 ans, cela fait une semaine que Tapunui a décidé de prendre sa santé en main. Je sais que je peux avoir des problèmes de santé et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça que je me suis aussi lancée dans cette aventure de perdre du poids. Mais j'ai fait aussi ça, c'est pour pouvoir exercer mon métier plus tard. C'est pour être pilote d'avion. Parce qu'il y a des épreuves physiques. Et si je n'ai pas les conditions physiques, je ne pourrais pas faire ce métier. Tapunui veut perdre 40 kilos, soit plus d'un tiers de son poids. Un défi laborieux, surtout à l'adolescence, quand les habitudes alimentaires sont déjà bien ancrées. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Aucune idée. On peut aller à la roulotte. Qu'est-ce que manger? À la roulotte? On peut se faire plaisir à la fin de la semaine. Roulotte, mais pas de frites. Si, peut-être. Non, pas de frites. Non, c'est que tu veux, mon bébé. Par contre, pas de coca. Oh, pas de boisson sucrée. Ça, c'est super. Tu aimes faire plaisir à ton fils? Ouais, j'aime mon fils. Tu sais, tout qui me dit, pourquoi je veux ça, je vais chercher. Même si c'est à 1h du matin, minuit, je vais chercher, pas de souci. C'est la maman qui se fâche avec moi. À chaque fois, elle me dit, oui, mais c'est à toi de ne pas me donner à manger. C'est lui. C'est toi qui trie, c'est toi qui lui donne la... Mais s'il a fait comme tu le fais, de toute façon. Mais de la salade. Prends de la salade. N'importe quoi, là, pas. Je vais me changer. Tapunui sait que s'il veut mincir, il doit suivre un régime drastique. Un combat quotidien qu'il partage avec ses parents, qui font au mieux pour l'aider. Tapou, est-ce que ça te gêne, par exemple la piscine ou être torse nu ou... Ouais, ça, ouais. Tu peux m'expliquer un peu C'est pourquoi? très gênant d'être torse nu. Parce que après, on voit mon ventre, les vergetures aussi. C'est pour ça. Ces complexes rendent l'adolescence de Tapunui difficile à vivre. Sa mère voit bien que le jeune adolescent traverse un véritable mal-être. Oui, ça m'inquiète vraiment. Vraiment qu'il perde du poids, qu'il revienne, que tout redevienne à la normale. Et puis ça me fait mal au cœur de le voir rester enfermé dans sa chambre la journée. Il ne sort pas trop à cause du poids. Il ne veut pas sortir comme ça. Ce sont les copains qui viennent à la maison. Le plus souvent. Parce qu'il a honte, il est gêné. Ouais. Auparavant, il sortait beaucoup. Hein. Parce que regarde ton âge, ça doit pas rester à la maison. Hein. Tu me vois comment? Là. Pour l'instant, il est beau, il est fort. J'aime mon fils. Moi aussi, je t'aime. Mais je vais l'aider, c'est clair. La récente prise de conscience de Tapunui a ouvert les yeux de sa mère. Un soutien essentiel, car le cadre familial joue beaucoup dans la prise en charge de l'obésité chez l'enfant. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as mangé? Oh, je vais me contenter d'un poisson cru. Hein. Avec des frites? Non. Avec quoi? Du riz? Un long chemin attend Tapunui, lui qui rêve d'être un adolescent comme les autres. C'est toi qui vois. En passant quelque temps sur l'île, nous allons découvrir que les profils comme le sien sont très nombreux. Le lendemain, nous nous rendons devant une école en périphérie de Papeete. Il est 7h30, les enfants arrivent pour le début des cours.
Sur place, nous découvrons avec surprise que juste devant l'établissement, des roulottes de fast-food se sont installées. Elles vendent ce qu'on appelle ici des casse-croûtes frites. Les écoliers en raffolent. Les enfants, à 11h, il y a quelques enfants externes, ils viennent manger. Donc la plupart qui prennent, c'est des portions de frites. En fait, les enfants n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ça fait qu'eux, ils vont automatiquement sur tout ce qui est 100 francs. 100 francs, soit l'équivalent de 84 centimes d'euros. Chaque matin, les jeunes se ruent sur ces portions de frites à moindre coût. Nous demandons à pénétrer dans l'école pour demander ce que pense le corps enseignant de ses habitudes alimentaires. Nous rencontrons Gaëlle dans sa classe de CP. Elle est alarmée par la situation. En Polynésie, le taux d'obésité est grandissant chez les enfants. On le voit d'année en année. En 8 ans, j'en vois de plus en plus dans les écoles. Et surtout, on voit que les habitudes alimentaires qui sont véhiculées par les parents, parce que voilà, sont vraiment très mauvaises. Et ils se retrouvent avec des frites à 7h du matin, avec du coca, avec voilà. Bon, pour moi, c'est inconcevable de donner ça comme un petit déjeuner à un enfant. Et malheureusement, c'est du quotidien pour certains enfants. Et à peine la journée commencée, c'est déjà l'heure de la collation. Il n'est que 9h lorsque nous assistons à la vente de crêpes fourrées au chocolat, faites dans l'enceinte même de l'école. À cela s'ajoutent les goûters que les parents ont mis dans les cartables et qui ne sont pas moins riches. Cette malbouffe, on va dire que ça se généralise depuis une dizaine d'années. C'est vraiment devenu un problème. Avant, on avait quelques élèves qui arrivaient avec des choses qui étaient interdites à l'école. Aujourd'hui, on est obligé de surveiller dans la cour parce qu'ils en ont tous. Tous les jours, on en a à confisquer, à jeter. Ça s'est généralisé en fait. Un phénomène tellement important que M. Vanfaux, le directeur de l'école, est obligé de faire la police dans la cour. J'avais vu la maîtresse au règlement de l'école pour pas envoyer des boissons sucrées. Viens voir ma puce. Viens. Viens voir. Il faudra dire à maman de ne pas t'acheter des ailes de poulet comme ça. Ça te donne un fruit, une bouteille d'eau et tout. Même le pain au chocolat. T'as compris? Hein? Une fois dans la semaine, tu peux manger pain au chocolat. Mais quand à l'école, tu essaies de ne pas manger. C'est dur à lutter, comment dire aux parents. Hein? C'est plus facile d'acheter un paquet de biscuits que de donner un fruit. Quand le fruit... Choquée par les mauvaises habitudes alimentaires de ses élèves, l'institutrice fait de la résistance. Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, elle a mis en place sa propre collation bien plus diététique. Mais à cet âge, quand ils sont encore petits, il est difficile de sensibiliser les enfants. Leur rapport au corps n'est pas le même que celui des adolescents et des adultes. Les enfants qui ont ce problème d'obésité, c'est plutôt bien accepté. Il n'y a pas de moquerie. Les autres enfants ne se moquent pas d'eux, ce qui est bien. C'est ce qu'on veut. Les différences sont là et elles doivent être acceptées. L'obésité n'est pas un souci dans le sens esthétique du terme, c'est un souci de santé. Un souci de santé qui plane sur Tahiti de façon frappante. Car où que nous allions, nous croisons à travers l'île beaucoup de jeunes en surpoids. Les mauvaises habitudes sont-elles les seules responsables de l'obésité ici? Nous avons rendez-vous avec le docteur Boissin, un expert qui a fait de la prévention et de la lutte contre l'obésité son cheval de bataille. Eo a 10 ans. Elle est suivie par le docteur Boissin depuis 2 ans. C'est sa grand-mère Célina, elle aussi obèse et diabétique, qui s'occupe d'elle. Alors depuis la dernière fois, comment ça s'est passé, Célina, avec la petite? Hein? Elle mange moins. Là, maintenant, là. Et je veux que ça soit comme ça après. D'abord ça, comme ça. Je veux qu'elle retrouve son poids de petite. Je veux que ça se passe bien pour sa santé. Je veux pas qu'elle ait le diabète, la tension,
Tout ça, quoi. Hein. Moi, j'ai pitié de la voir comme ça. On regarde le poids, ma chère. Tu montes à la balance, s'il te plaît. Donc elle était à plus de 95 kg et là elle est à moins de 94. Donc ça c'est en moins d'un mois, c'est très bien. Nous apprenons qu'en Polynésie française, peu de familles font la démarche de consulter. Pourtant, les risques et les dangers de l'obésité sont bien réels. Alors les complications de surcharge pondérale, c'est surtout l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être des troubles articulaires parce qu'ils sont justement trop lourds pour leurs os qui sont en croissance. Elle n'a aucune complication. Vous voyez, elle a une bonne tension, elle a 10,5, donc elle va bien. Alors, une des complications cardiovasculaires, c'est-à-dire que c'est pour ça que les sujets obèses meurent plus vite que les autres, parce que leur cœur, normalement, devrait être à 60 par minute, et déjà à 86, donc 50% de plus, et donc il va s'user plus vite. Et quand ils vont faire une activité physique, ils démarrent déjà à 86, alors que nous, on va démarrer à 60. Hein. Et par contre, la majorité, ils ont le sourire. Et à l'école Fadi, c'était le volleyball en ce moment qui était l'activité. Et tu joues bien? Oui. Ah, surtout des grandes par rapport aux autres. Hein. Je vous la rends. C'est bien. On a fait des progrès. Hein. Voilà. Pour le docteur Boissin, la grande coupable de cette obésité infantile galopante, c'est l'alimentation industrielle. On s'est aperçu que la majorité des enfants obèses, ils n'avaient jamais vu leur maman faire la cuisine. Alors, éventuellement la grand-mère, mais jamais la maman. Médicalement, si on continue comme ça, en 2050, la moitié de la population de la Polynésie est malade. Et donc, si la moitié de la population, dès que ça dépasse 49,9%, la civilisation, elle est détruite. C'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui s'est passé avec les Aztèques, les Incas. Dès qu'il y a eu la moitié de la population malade, la civilisation même a disparu. Allez, bisous, tantôt, mais moi, jamais ça quand moi je sors d'ici. Jamais. Célina, merci. Et donc au mois de décembre, hein? Voilà, la prochaine tantôt. Au mois de décembre. Au revoir à vous. En parcourant l'île, nous voyons très peu de surface cultivée. La population s'est installée sur le littoral. À l'intérieur des terres, la montagne n'a pas été désenclavée. En Polynésie française, près de 90% des aliments consommés sont importés. Mani Le Phoc, sociologue, n'hésite pas à remettre en cause cette industrie alimentaire. On vend des gâteaux, on vend des glaces pleines de colorants. Enfin voilà, moi je peux paraître peut-être extrémiste, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Voilà. Et on ne peut pas juste dire aux gens arrêtez de manger ça et continuer à le vendre. Parce que moi j'ai entendu des personnes qui m'ont dit mais écoute, à partir du moment où on le vend, c'est que ça doit être bon, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Pourquoi les Polynésiens seraient-ils ici, plus qu'ailleurs, victimes de la malbouffe? Pour la sociologue, tout a commencé dans les années 60. Le gouvernement français installe alors en Polynésie son centre d'expérimentation nucléaire. Des milliers de militaires débarquent dans les îles, apportant avec eux leur mode de vie et de consommation. Tout à coup, plus besoin de pêcher ni de cultiver, les supermarchés regorgent d'aliments industriels prêts à consommer. Et là, j'allais dire, c'est l'effet d'une bombe dans tous les sens parce que c'est l'accès, la monétarisation déjà de l'économie et l'accès à tout un tas de produits qu'il n'y avait pas avant. Et le fait que maintenant les gens puissent eux-mêmes finalement se payer ces aliments-là, et ben voilà, ça lève, voilà, on passe d'une abondance rêvée à une abondance réelle. Et tous les produits qui sont arrivés industriels, donc on les connaît, hein, riches en sucre, riches en matières grasses. Voilà, ça a complètement changé la façon de consommer et ça a été très très rapide puisqu'en peu de temps, on a adopté une façon, des modes de consommation qui dans d'autres pays existaient déjà, mais eux avaient, ça s'était fait beaucoup plus progressivement. Pour prendre la mesure des modes de consommation actuels des Polynésiens, nous décidons de nous rendre dans un supermarché de Papeete. Nous avons rendez-vous avec une diététicienne, Terili, qui tient à nous montrer la démesure de certains produits. Dans les rayons, l'influence américaine est flagrante. Los Angeles n'est qu'à 8 heures de vol et la culture US est visiblement la référence. Il est vrai que le conditionnement en gros pots comme ce que je vous montre là est une influence anglo-saxonne puisqu'on est entouré, que ce soit nos cousins du Pacifique
ou des États-Unis sont vraiment les pays les plus proches de chez nous. Et donc au niveau importation, on retrouve beaucoup de produits de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou des États-Unis dans nos rayons. Du coup, au niveau des apports en graisse, c'est vrai qu'on explose. Gras ou sucré, nous découvrons que la plupart des produits sont toujours proposés en conditionnement XXL. Ouais, c'est quand même gros, mais c'est vide. Voilà. Alors c'est vrai que bon, on peut se laisser tenter, notamment lorsque les enfants le demandent, voilà, d'acheter ce type de produit, mais pour un aliment qui est peu rassasiant et surtout très sucré. Clairement, c'est pas une bonne alternative pour le petit déjeuner. Teurili tient à nous montrer ce qu'elle considère être une aberration. Sur l'île, le chômage atteint 22% et 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour aider ces familles, le gouvernement subventionne depuis 1992 une trentaine de produits. On les appelle les PPN, produits de première nécessité, bien moins chers que les autres. Parmi eux, la farine, le thon, quelques légumes importés et locaux. Mais dans cette liste, certains produits posent question. Je voulais vous montrer quelque chose qui est assez choquant dans la liste des PPN, en tout cas qui n'a, à mon sens, pas sa place. Ces deux produits-là, ce sont le sucre et le lait concentré sucré. Ces deux aliments sont vides au niveau nutritif et pourraient être remplacés par d'autres aliments. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. Le riz blanc, la viande de bœuf en boîte, le cheddar ou encore le beurre figurent parmi ces produits de première nécessité. Dans les rayons des supermarchés, l'un des autres produits stars, c'est le soda. C'est l'une des boissons préférées des Polynésiens, à tel point qu'une entreprise nationale s'est lancée dans la création de sa propre marque, cassant le monopole du soda le plus vendu au monde. Dans tous les supermarchés, la marque fait maintenant bonne figure face aux géants du cola, avec plus de 2 millions de litres de bouteilles vendues en moins d'1 an. Nous retrouvons Kenny, qui travaille pour l'enseigne tahitienne. Effectivement, il semble que le succès soit au rendez-vous. Alors je constate qu'il y a beaucoup de ruptures, donc que soit il va falloir passer plus de commandes, soit il va falloir négocier plus d'espace. Et là je constate qu'il va falloir déjà commencer par gonfler les commandes. Et si jamais d'ici 2-3 semaines c'est le même résultat, c'est-à-dire des trous dans le rayon, on va essayer de négocier plus d'espace. Avec une taxe moins élevée que celle des produits importés, la marque peut ainsi avoir une politique de prix plus agressive. 2,90. Le concurrent il est à 3,95, donc il est 105, 100 à 105 francs plus cher que le nôtre. Et c'est bien, on est bien. Notre but est de proposer une boisson moins chère et abordable aux Polynésiens. C'est dans cette usine nouvellement implantée qu'est produite cette nouvelle boisson tahitienne. Ici, la recette du soda est quasiment la même que partout ailleurs dans le monde. L'ingrédient principal, c'est le sucre. Donc en fait, la base de notre boisson, c'est une boisson sucrée. C'est un soda. Donc on va diluer du sucre et de l'eau. Dans un premier temps, fait de 6000 litres d'eau osmosée. Donc de l'eau osmosée, c'est de l'eau très pure, dans laquelle on a enlevé tout ce qui est chlore, pesticides, tout produit chimique. Donc même les minéraux, on les enlève. Et de toute façon, ils vont être remplacés par des sucres et des additifs qui se trouvent dans les concentrés. Accompagnés par Jean, nous sommes autorisés à suivre le processus de fabrication du soda. Le concentré va nous donner la couleur et le goût global. Et l'additif, c'est un exhausteur de goût. On en met en très petite quantité. Et la touche finale de cette boisson, c'est la vanille. Pour les fabricants, c'est une façon de mettre en avant les produits locaux, mais pas seulement. La vanille serait aussi un moyen d'éviter le surdosage en sucre. Donc voilà la vanille. Donc c'est de la vanille très fraîche. De cette vanille, on va en extraire la saveur. Comment? Par une macération dans une solution aqueuse, donc c'est-à-dire dans une solution à base d'eau, dans laquelle on va faire macérer la vanille et en extraire du concentré. Alors la vanille là-dedans, bien sûr, elle va permettre d'apporter un goût caractéristique au Tahitian Cola, mais surtout de lui donner un goût sucré sans donner plus de sucre à la boisson. Donc on va avoir une teneur en sucre très agréable, très bonne pour le consommateur,
bien qu'on va avoir pourtant un taux de sucre moindre par rapport à d'autres boissons de type cola. Un taux de sucre moindre, une bonne initiative semble-t-il. Mais ici, au pays du diabète, d'aucuns pourraient voir d'un mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle boisson sucrée. Surtout que nous allons apprendre que la boisson est finalement plus sucrée qu'on ne la présente. En Polynésie, les attentes des consommateurs portent sur un fort taux de sucre dans tout type de soda. Donc nous sommes moins sucrés qu'un soda différent sur le territoire, mais nous gardons tout de même une teneur en sucre équivalente, voire supérieure au soda métropolitain. En Polynésie française, la loi Lurel qui interdit le surdosage en sucre des produits n'est pas appliquée. À quel point cette nouvelle boisson est-elle plus sucrée que les sodas de métropole? Nous essayons d'en savoir plus auprès du PDG, Félix Bernardino. Disons qu'en Polynésie, nous avons une réglementation qui est propre à la Polynésie pour tout ce qui est taxes et impôts, c'est géré. On a l'autonomie interne, donc c'est géré par le gouvernement local. Donc la réglementation aujourd'hui, elle n'est pas collée sur l'application qu'il y a sur les boissons sucrées en France, mais nous, en tous les cas, on essaye d'être au plus près de la réglementation, parce qu'on sait qu'à un moment donné, je pense que la Polynésie va prendre aussi une loi pour que le surdosage en sucre soit évité dans les boissons sucrées. Et quand nous insistons pour savoir à quel point le soda est surdosé en sucre, le PDG devient mal à l'aise. La teneur en sucre est beaucoup moins importante en France qu'aux États-Unis. Donc nous, on a cherché à nous coller à ça. Donc maintenant, est-ce qu'on est à quelques grammes au-dessus? Peut-être vaut mieux pas qu'on reste sur cette réponse. Comme je vous dis, on ne fait pas un produit pour qu'il ne fonctionne pas. On fait un produit qui puisse plaire aussi aux gens. Ensuite, je pense que les consommateurs doivent aussi limiter leur consommation. Nous ne sommes pas là pour qu'ils consomment au maximum, c'est à eux de limiter. Je pense que la prise en charge de tout un chacun de la salubrité publique sur la santé et l'obésité, c'est chacun qui doit se faire d'abord violence pour ne pas consommer au-dessus de ce qui est une consommation normale. Mais l'autorégulation est-elle si simple? En France, les patients atteints de ce qu'on appelle la maladie du soda ou encore maladie du foie gras ne cessent d'augmenter. Cette pathologie, entraînant des cirrhoses, concerne environ 12% de la population française. Dans les rues de Tahiti, nous sommes d'ailleurs surpris de découvrir autant de distributeurs de soda. Même au fin fond des terres, ces machines trônent au bord des chemins. C'est dans les quartiers défavorisés, particulièrement touchés par l'obésité, qu'on en rencontre le plus. Nous sommes dans la commune de Fa'a, l'un des endroits les plus pauvres de Tahiti. C'est ici que vit Ereya avec ses parents et sa sœur Molly. Il n'y a que le père qui travaille. La mère d'Ereya, à cause de son obésité, a une maladie respiratoire qui l'en empêche. Alors, la famille vit chichement avec le strict minimum. Alors, là, c'est mes affaires d'école. Là, c'est les affaires d'école de ma petite sœur. Mes vêtements. Mon lit. À 10 ans, Ereya pèse 108 kilos. Déjà toute petite, elle était en surpoids. À cause de son obésité, la jeune fille a développé des problèmes de santé. Alors depuis peu, sa famille a pris conscience de la nécessité de réagir. Quand je faisais du taekwondo, mon cœur il battait très très vite. Et surtout que le coach, il nous forçait à aller vite. Alors ensuite, un jour, je n'en pouvais plus et je me suis évanouie. Et eux, ils ont appelé ça une crise de tachycardie jonctionnelle. J'avais des problèmes de cœur, je n'arrivais pas à bien respirer. Alors ils ont dit d'arrêter, mais ce n'est que temporaire. C'est jusqu'à ce que je perde au moins quelques kilos. Elle avait consultation avec l'asthmologue pour les poumons chez les jeunes enfants. Et avec son état de santé et l'excès de poids, ils nous ont fait envoyer chez la diététicienne. Par chance, quand ils nous ont fait envoyer chez la diététicienne, au lieu de payer les consultations, on les faisait passer par les consultations d'asthmologie. La diététicienne, elle me conseille de manger plus les légumes, moins les féculents comme le riz, les pâtes, les lentilles. Et de manger sain, c'est-à-dire équilibré.
En fait, je ne l'ai jamais dit, à part à la famille et tout, mais publiquement, je ne l'ai jamais dit. Difficile en effet pour la petite fille de 10 ans de parler d'un sujet qui la concerne intimement. Comme 2 ou 3 fois par semaine, Ereya va se baigner avec sa mère et sa sœur. C'est aujourd'hui la seule activité physique qu'elle peut faire depuis qu'elle a dû arrêter le taekwondo. Mais elle n'y va jamais seule. Chaque baignade se fait sous la surveillance étroite de sa mère. Ne l'emmène pas au loin. Je suis inquiète quand elle est aussi loin parce qu'après, il faut dire qu'elle a des crampes facilement ou j'ai peur qu'elle manque d'oxygène parce que ça lui arrive souvent quand on vient. Elle va au loin et après elle fait « j'ai du mal à respirer maman ». Donc on est obligé d'aller la chercher. Ou sinon au loin elle t'appelle « maman j'ai une crampe », tu es obligé d'aller la chercher. Ça à chaque fois je la fais revenir. Si elle s'éloigne, déjà que si Ereya est fatiguée, elle doit se ramener. Déjà, elle doit ramener son propre corps. Et s'il faut par-dessus le marché qu'elle ramène mon lit, et j'ai peur qu'elles se noient toutes les deux. C'est pour ça qu'à chaque fois, on met une certaine distance entre les deux. On laisse Ereya aller un peu plus loin et mon lit vers le bord. C'est pour cela. Adeline, la mère d'Ereya, se sent en partie responsable de l'état de sa fille. Elle reconnaît que les Tahitiens ont un rapport particulier avec l'alimentation. Selon elle, l'obésité de sa fille n'est pas une fatalité. Eh oh, Ereya, ne reste pas trop longtemps loin. Je ne vais pas venir te sauver. Voilà, elle a un excès de poids. Après, il y a des efforts, très peu, mais il y en a. Il y a tendance même parfois où elle n'écoute pas, où elle en fait qu'à sa tête. Mais elle y arrive là. Ça fait un bon moment, on en a remarqué qu'elle, justement, elle commençait à diminuer ce qu'elle mangeait. Elle évitait de manger entre les repas. Il faut dire que c'est quand même un peu de notre faute. On a tellement gâté, mangé ceci, mangé cela, qu'aujourd'hui on se met à faire le contraire. Les responsables, c'est bien nous. Nous l'avons tellement gâté, tellement donné à manger. Il n'y a pas à reprocher les industriels, c'est en partie de notre faute. Parce qu'on ne lui refusait rien, étant donné que c'était l'aînée, elle était toute seule, c'est la seule enfant, on lui donnait tout. Voilà. Déjà à l'âge de 5 ans où elle a été pourrie par mon papa, tout ce qu'elle voulait, les chocolats, les twisties, alors qu'on était là à dire faut pas faire ceci, il faut faire cela. Après le repas la nuit, il fallait absolument qu'elle ait son bol de café avec du pain au beurre. C'était vraiment impossible. Mais après, chez nous, les Tahitiens, c'est tous les jours, c'est à chaque fois, à chaque heure. Quand tu as envie, tu en manges, alors qu'on ne respecte pas les bases essentielles de la nourriture, matin, midi et soir. On en mange quand on en a envie, et même quand on abuse. C'est vraiment le problème ici en Polynésie, c'est ça. On mange quand on veut et comme on veut. Il n'y a pas d'heure. Dans la société polynésienne, il y avait donc quelque part ce culte des corpulences fortes, des corpulences rondes qui étaient appréciées. On dit que les Polynésiens mangent beaucoup. Et c'est vrai que effectivement la quantité c'est important. Et comme on dit, le trop, c'est pas de l'excès. Bien manger, c'est manger beaucoup. Un enfant, on va dire bien rempli, ici on dit bien i, c'est qu'il est en bonne santé, c'est qu'il a accès à une nourriture suffisante, qu'il peut manger à sa faim. Ces comportements font de la lutte contre l'obésité un combat difficile et de longue haleine. Ce n'est pas tout. Les Polynésiens seraient en plus particulièrement prédestinés à être corpulents. On a découvert relativement récemment un gène qu'on a appelé le gène de l'obésité. Et ce gène de l'obésité est plus important chez les Polynésiens que dans toutes les autres ethnies. Alors on a essayé de comprendre pourquoi. Les Polynésiens sont des grands voyageurs, ils ont peuplé les îles ici avec des bateaux en partant de très loin. Et seuls, quand ils partaient sur leur pirogue, seuls les plus costauds résistaient et les autres mouraient. Et les plus costauds étaient ceux qui avaient ce gène, qui ont survécu. Donc ceux qui sont arrivés et qui ont peuplé la Polynésie avaient ce gène de l'obésité. Tous leurs descendants, maintenant, une grande partie, a ce gène de l'obésité, ce qui fait qu'il y a plus de gènes d'obésité en Polynésie que partout ailleurs. Aujourd'hui, aucune politique ne semble avoir réussi à endiguer ce problème de santé publique qui ruine la Polynésie. La CPS, l'équivalent de la sécurité sociale, fait face à un déficit de plus de 142 millions d'euros. Nous nous déplaçons à la direction de la santé, où nous avons rendez-vous avec Yolande Mou, responsable des programmes de prévention. Nous demandons pourquoi, jusqu'à maintenant, aucune politique publique digne de ce nom n'a été mise en place. On réagit,
on va réagir. On est en train de réagir. C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui se, comment dire ça, que nous-mêmes on dénonce. Ici au département, hein, c'est pas, on est des amitiés de professionnels de santé publique. On ne va pas, on ne cautionne pas ça. Hein, c'est au contraire. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a des problèmes d'obésité, qu'en fait on tire la sonnette d'alarme. 20 ans. Oui, on le sait, mais le problème n'est pas aussi facile que ça. Et je pense que nous, on le constate un peu partout hein, dans le monde. Il y a des échecs de politique publique. Il y a un conseil des ministres qui doit effectivement, comment dire, prendre le surpoids comme vraiment une vraie lutte, un vrai engagement. Donc nous tout seuls, on donne multiples recommandations, multiples leviers sur lesquels on peut travailler. Il faut que chaque secteur maintenant mette en œuvre de façon très concrète des mesures. Pour en savoir plus sur ces mesures et politiques à mener, nous avons sollicité le ministre de la Santé polynésien, sans aucun succès. Nous profitons d'un de ses déplacements pour l'approcher. Finalement, il accepte de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites pour lutter contre l'obésité ici? Eh bien, on fait plusieurs choses. D'abord, on identifie, à l'heure actuelle, on identifie les besoins en matière de prévention de l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait à la fois dans les écoles, et une promotion qui est faite également sur les activités sportives et le bienfait qu'on peut en tirer. Pourquoi en fait vous n'avez pas, le pays n'a pas pris exemple, comme toutes les autres régions d'outre-mer, d'interdire le surdosage des produits tels les boissons sucrées, et d'interdire le surdosage des boissons sucrées? Nous sommes loin de tout ici. Et il y a des entreprises qui sont relativement fragiles dans la mesure où l'économie est restreinte. Nous n'avons pas d'exportation à proprement parler de nos produits. Et donc, il ne s'agit pas, pour le bienfait de la population, de mettre en péril les entreprises. C'est la raison pour laquelle la mesure a été différée. De ce que nous comprenons, l'économie de l'île semble prioritaire sur la santé de ses habitants. Nous cherchons à savoir si de futures lois sont envisagées pour changer la donne. Est-ce que ça passe pas au niveau économique et industriel? C'est-à-dire? Précisez votre question. Limiter les importations de produits qui à forte teneur en graisse. Mais vous ne pouvez pas tout régler par la loi. Comment voulez-vous tout régler par la loi? Le problème n'est pas le problème du sucre, c'est un problème de comportement alimentaire. Je ne comprends pas vos questions. J'ai du mal à comprendre où vous voulez en venir. Alors, une autre question. Alors, c'est un autre... Non, j'ai du mal. J'avoue très franchement que j'arrête là. J'arrête là. Ce document, ce sont des bons j'arrête là. de la mayonnaise à diminuer les 20 dernières années. J'arrête là. Et que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Pourquoi avoir diminué la taxation sur la mayonnaise et les bonbons et avoir multiplié par 3 l'importation? Non, j'ai arrêté, c'est fini. Un dernier chiffre. Non, c'est fini. Sur les importations de mayonnaise et les importations Notre entretien est terminé. L'entretien aura été expéditif, nos questions dérangent. Combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que les politiques prennent vraiment le problème à bras-le-corps? Ici, ils sont nombreux à pointer du doigt cet immobilisme. Dans le gouvernement, je ne sais pas vraiment s'il y a une prise de conscience, parce qu'on n'a pas l'impression que dans les faits, il y ait vraiment des décisions qui soient prises, qui vont dans le sens de régler ce problème. Depuis plus de 15 ans, la Polynésie française vit au rythme de l'instabilité politique. Tout ce qu'un ministre de la Santé commençait à faire pour lutter contre l'obésité infantile était défait ensuite par son successeur. Bon, en France, ça change tous les 5 ans. Ici, ça a changé pendant 15 ans. Parfois, c'était 3 fois, 4 fois par an, quoi. C'était de la folie pure. Le vrai courage politique, à la limite, ça serait comme la Bolivie qui décide tout d'un coup d'interdire et McDonald's et Coca-Cola sur le territoire. Ça s'est fait en Islande aussi. Mais c'est quoi? C'est 2 pays sur la planète. C'est 2 pays sur la planète. C'est très difficile ici de demander aux industriels locaux et aux gros importateurs locaux d'arrêter d'importer des marchandises avec lesquelles ils font beaucoup d'argent. Alors, en attendant que les politiques ne s'engagent vraiment, certains ont décidé d'éveiller les consciences à leur façon. À Taravao, au sud-est de l'île, c'est dans les églises que s'organise la prévention.
En Polynésie, la population est très pratiquante. Pour sensibiliser les familles, certaines églises n'hésitent pas à organiser des prêches pour le moins surprenants. Nous assistons à celui de Samuel, membre de l'église adventiste, qui n'y va pas par 4 chemins. La malbouffe est le nom péjoratif donné à la nourriture jugée mauvaise. Les hamburgers, les hot dogs, les frites, les pizzas, les sodas par exemple. Elle peut favoriser l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. En 1990, on avait une grande télé. Et en 2008, qu'est-ce qui se passe? Une toute petite télé, mais on est pris par le danger de l'eau, de l'obésité. Je sais de quoi je parle, parce que j'étais aussi comme ça. Vous savez qui j'étais auparavant? Je faisais 120 kilos. Je passais mon temps le week-end devant la télé à regarder des films, à manger de l'ice cream, des pizzas. Et je ne me rendais pas compte que je prenais du poids. Mais je suis monté jusqu'à 120 kilos. Pourtant, je me voyais tous les jours dans le miroir. Mais pour moi, j'étais normal. 80% de toutes nos maladies proviennent de ce que nous mangeons dans nos assiettes. La nourriture est la plus rude des épreuves. Même moi, aujourd'hui, je lutte pour la nourriture. Ne croyez pas que j'ai ce corps et que je ne lutte pas pour la nourriture. Vous croyez que quand je vais au magasin, quand je vois un pain, un casse-croûte, je ne veux pas aller manger? Si, je veux, mais c'est une lutte quotidienne. Les prêches comme celui de Samuel se multiplient à travers Tahiti. Beaucoup de fidèles commencent à entendre le message. Enfin, pour moi, c'est clair, j'ai pas envie, par exemple, qu'elles prennent les mauvaises habitudes alimentaires qu'on a pu vivre jusqu'à présent. On comprend bien que Dieu a donné tout ce qu'il faut, toutes les instructions pour qu'on puisse vivre en bonne santé dans le monde actuel qui n'est finalement pas un monde propice aux bonnes habitudes. Voilà. J'ai mal quand je vois ces enfants tôt le matin avec des hamburgers, des sodas et bien d'autres choses encore qui détruisent leur santé. Mais aujourd'hui, on vit dans un temps où on est surchargé par le travail et forcément on oublie les enfants. Et le soir, quand on revient du travail, on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va aux roulottes voilà, et on consomme n'importe quoi. Mais au préjudice après de notre santé. Voilà. Les roulottes à Tahiti, c'est une institution. Dès la tombée de la nuit, on les retrouve partout. Poissons crus ou grillés, steaks frites et même raclette. Sur place ou à emporter, la street food y est copieuse et bon marché. Ce soir, sur la place principale de Papeete, nous retrouvons le jeune Tapunui, l'adolescent de 16 ans qui a décidé de perdre du poids. Il vient dîner avec ses parents, mais son repas ne va pas vraiment être celui d'un régime. Merci. Le soda, c'est pour qui alors? Pour lui, mais il a dit qu'il pouvait en boire et moi j'ai dit non. Donc le père il dit oui, la maman elle dit non. Non. Alors Tapou, tu fais quoi? Non. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai arrêté, c'est pas pour reprendre aujourd'hui. Pas de soda pour l'adolescent, mais question menu, difficile pour les parents d'empêcher leur fils de se faire plaisir. Dans son assiette, plus de 1000 calories. Bon appétit. Merci. C'est énorme. Les portions elles sont généreuses. Ça c'est typique de la roulotte ou Ouais, c'est typique de la roulotte ça. Mais là t'as vu, j'ai une belle portion là. Ouais. C'est toujours comme ça généralement. Toi qui pèses ta nourriture tous les soirs, là tu penses on a pour combien? Je sais rien. Peut-être 600 grammes de viande. Non, je pense pas. Ah si, on a beaucoup. 300 grammes. Non, ça va pas, 250 au prix. Les frites, il y en a beaucoup. Là, tu manges pas 1 kilo là ce soir. À 16 ans, difficile de se priver de ce qu'on adore. Si Tapunui s'offre ce plaisir, il semble malgré tout conscient de l'importance d'une alimentation équilibrée. Si j'ai des enfants un jour, je ferai tout le contraire de ce que ma mère a fait. C'est-à-dire pas de gâteau, pas de bonbons, pas de trucs sucrés, pas trop de féculents, privilégier la salade, voilà, des choses comme ça. Et le plaisir aussi quand même. Ouais, non, bof. Pas trop les habituer non plus. Peut-être 1 fois par semaine, autoriser une sortie familiale là, comme sortir à la roulotte. Ce serait pas mal. Ouais. Changer les mentalités et les comportements alimentaires prend du temps.
Sur l'île, certaines municipalités conscientes du problème montent des projets et lancent leurs propres actions de proximité. Nous sommes à Arué, une petite commune voisine de Papeete. Ici, un projet pilote commence à porter ses fruits. La commune a octroyé une parcelle de terre à 7 familles très défavorisées et les forme à l'agriculture biologique. Une occasion inespérée pour ces familles qui accèdent désormais à une alimentation de qualité et gagnent en plus un petit revenu grâce à la vente des excédents de leur potager. Ce projet a été mis en place parce que le maire l'avait souhaité, voulait mettre en place ce genre d'activité pour aider nos familles des quartiers prioritaires. Donc ce sont des familles en difficulté, réellement dans le besoin. Et ce projet leur permet justement de pouvoir subvenir un peu aux besoins alimentaires, mais ça leur permet aussi au niveau santé d'améliorer leur santé parce qu'ils produisent que des produits bio. Selon l'Institut de veille sanitaire national, seulement un Polynésien sur 10 consomme la portion quotidienne de fruits et légumes recommandée. Sur les hauteurs d'Erima, Enou, Marie-Rose et leurs 4 enfants profitent de ce programme depuis les tout débuts. Ils cultivent tous ensemble. Cette occupation est devenue pour eux une activité quotidienne et un terrain de jeu idéal. Voilà, tout ce qui est importé pour nous, bon, en fait pour moi c'est pas bon non plus. Voilà. Moi, je préfère montrer l'exemple pour mes enfants aussi, pour leur avenir aussi. Voilà. C'est comme chez nous. Nos parents ils font aussi la même chose jusqu'à maintenant. Voilà. Ils ont pris de l'âge, tout, ben, c'est ce que je veux transmettre aussi à mes enfants. Voilà. Il y a le fardeau, la pêche. Voilà. Faut équilibrer quoi. C'est difficile, hein? Mais bon. On a tellement l'habitude, il y a le McDo facile quoi, comme on dit. Pour faire développer la fainéantise. Comme ils ont tellement l'habitude aussi de manger les conneries. Qu'est-ce que ça c'est de la connerie pour toi? Qu'est-ce que c'est? Du pops. Ils préfèrent ça que si je donne des légumes. Hein. Là, j'aime pas les haricots, ça peut. À Tahiti, 2 autres villes se sont inspirées de ces potagers solidaires et proposent à leurs habitants des parcelles comme celle-ci. L'objectif à terme, que la plupart des familles défavorisées de l'île possèdent leur propre potager. Il reste encore beaucoup à faire. Les écoles et l'éducation ont un rôle essentiel pour sensibiliser et encadrer les plus jeunes. À Moorea, une école fait figure d'exemple pour toute la Polynésie française. Sur cette petite île de rêve à l'ouest de Tahiti, l'école de Pao Pao apprend aux enfants la culture des légumes locaux. On est là pour promouvoir les produits du terroir, dans le but que les enfants plus tard aient une bonne alimentation de qualité. L'éducation n'appartient pas qu'à l'école. Il y a une grande part qui appartient à nous les parents, surtout dans la transmission des bonnes habitudes de vie à avoir. C'est vous les parents qui allez faire et les enfants vont essayer de faire avec vous. On va y aller. D'après les médecins, les enfants atteints de surpoids en maternelle ont 4 fois plus de risques que les autres de devenir obèses ensuite. Tout se jouerait avant l'âge de 5 ans. C'est pourquoi ici, on insiste beaucoup auprès des plus jeunes. Dans le boule, mettez le tarot. Celui-là, c'est l'homme qui a transformé pour donner un meilleur goût que l'être humain adore. L'être humain aime le sucré, il aime le salé et il aime le gras. Tout se trouve à l'intérieur, c'est fait pour être commercialisé. Donc, mais ça, on n'a pas besoin du tout. Si on n'en mange pas, il n'y aura jamais de problème de santé. Si les infirmières souhaitent à tout prix revaloriser les légumes locaux, comme le manioc et la patate douce, c'est que leurs qualités nutritionnelles sont exceptionnelles. Bien supérieures à celles de la pomme de terre importée, par exemple. En plus, ils sont très faciles à faire pousser. Vous savez, quand vous allez au magasin acheter du manioc, ça commence à être cher maintenant. C'est pas difficile, hein. Il suffit de faire un trou et de piquer une tige, c'est tout. Puis vous laissez d'ici 6 mois, la récolte elle est
magnifique. Alors les enfants, les maniocs, ça se plante avec les tiges. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les boutures. Ça se plante pas avec le manioc. Hein. Le manioc va pourrir, regarde. La terre, on a fait en sorte que ça devienne mou pour qu'on puisse planter. Juste à piquer comme ça. Voilà, c'est fini. Tu y vas? Pique de la terre. Allez, ouais, où est son papa? Où sa maman? Pas là? Aïe, je vais t'adopter. Allez, vas-y. Allez, 1, 2, allez, pousse, fort, yeah! Voilà! C'est de la découverte, c'est de l'apprentissage, c'est de l'éducation. C'est transmettre ce que la terre peut nous donner, c'est un amusement et plus tard ils vont comprendre que l'amusement va leur redonner ce qu'il y a de meilleur en alimentation. Il n'y a que comme ça que les choses vont changer en commençant par la très jeune génération. Mais ça, c'est la responsabilité des parents. Allez, hop! Oui, c'est bon la patate? Oh! C'est ce que tu viens de planter, tu sais? Oui? C'est cool, hein? C'est cool, comme ça? Mouréa, comme les potagers solidaires de Tahiti, représente une lueur d'espoir, les frémissements d'un changement pour la prochaine génération. Mais il faudra encore plus de courage et d'engagement pour lutter contre l'obésité infantile. C'est pourquoi la prévention doit devenir une réelle priorité, et ce partout dans le monde. Car si rien n'est fait, l'OMS affirme que le nombre d'enfants en surpoids atteindra les 70 millions à l'horizon 2025. Un soda tahitien surdosé en sucre, cela ne semble pas déranger les autorités locales, alors que l'hypertension et le diabète restent les premières maladies en Polynésie française et la première cause de décès aussi. Les dépenses de santé publique liées à ces maladies sur place s'élèvent chaque année à plus de 25 millions d'euros. Partout dans le monde, le sucre semble désormais l'ennemi public numéro 1 dans notre assiette. On le traque partout, mais dans un secteur qui pèse, rien qu'en France, plus de 170 milliards d'euros, l'industrie alimentaire est prête à tout pour nous faire consommer, quitte à rendre incompréhensibles les étiquettes d'emballage censées nous indiquer ce que nous mangeons. C'est ce que le journaliste néo-zélandais Nigel Latta a découvert à ses dépens. Regardez le fruit de son enquête Sucre, la guerre est déclarée. Que pensez-vous de la relation entre le sucre et l'obésité, le diabète et tous ces problèmes de santé? Si je vous disais que le sucre que nous consommons tous les jours était en grande partie responsable de l'explosion de l'obésité dans le monde et de certaines des maladies les plus graves de notre temps? Et si je vous disais que le sucre créait une forte dépendance et qu'il se retrouvait dans bien plus de produits alimentaires que vous ne pouvez l'imaginer, vous penseriez que je dis n'importe quoi pour vous faire paniquer? La première fois que j'ai entendu dire que le sucre était toxique, c'était par un Américain à la télé. Et pour être honnête, j'ai levé les yeux au ciel, parce qu'aujourd'hui on nous dit que tout est toxique. En plus, je ne prends pas beaucoup de sucre. J'en mets un peu dans mon café, je mange un beignet de temps en temps, et je me dis je peux parce que je bouge. Mais du coup, je me suis demandé à quel point c'est mauvais pour la santé. Pour trouver des réponses, je vais rencontrer un des détracteurs les plus virulents du sucre dans le monde. C'est le gars que j'ai vu à la télé, le professeur Robert Lustig, et il fait un carton sur YouTube. Ce produit nous empoisonne. Et il a été ajouté insidieusement dans tous nos aliments, à toutes les étapes de la chaîne de production. Et la question c'est, pourquoi ? Le professeur Lustig est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour son message anti-sucre. Le sucre a 3 effets que les autres aliments n'ont pas. Il provoque l'accumulation de graisse dans le foie, le vieillissement cellulaire, et il empêche le cerveau de réguler la sensation de satiété. Il est donc toxique. Le sucre, toxique? C'est un peu exagéré, non? Après tout, même l'eau peut vous tuer si vous en buvez trop. Mais le docteur Lustig va encore plus loin. Il compare le sucre à l'une des substances de consommation les plus toxiques. Ce n'est pas la nicotine qui est toxique. Ce sont les goudrons qui sont toxiques. Toutes les cigarettes sont toxiques.
Professeur Lustig, êtes-vous en train de dire que les normes de preuve de la toxicité du sucre et l'effet pathogène du sucre sont comparables à ceux du tabac? Absolument. Et comment se fait-il que les gens ne soient pas au courant des effets toxiques du sucre? Nigel, pourquoi suis-je assis en face de vous à vous parler? Parce que votre public doit comprendre que ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a vendu pendant les 40 dernières années, c'est une mystification de l'industrie agroalimentaire visant à faire de l'argent au détriment de la santé. Il est temps de changer la donne. Il faut que ça change, car plus de 65% des Néo-Zélandais adultes et près de 33% des enfants sont aujourd'hui obèses ou en surpoids. Et quand je regarde autour de moi, je me demande dans quelle mesure le sucre en est-il responsable? La première question est de savoir de combien de sucre on a besoin par jour. Et la réponse est 0. Il n'y a aucun processus biologique dans le corps qui nécessite du sucre alimentaire. Un foie a la capacité de métaboliser une quantité de sucre limitée. Un peu, ça va, mais pas trop. Si on dépasse la capacité de métabolisation du foie, on a des problèmes. Et c'est ce qu'on peut voir actuellement. Et d'après lui, c'est parce que le sucre s'insinue dans notre nourriture quotidienne sans qu'on le sache. Tout cela m'a amené à me demander combien de sucre il y a dans la nourriture que j'achète en temps normal. Je me suis donc rendu dans un supermarché classique pour me faire une idée. Alors les pâtes à tartiner. Évidemment, ce genre de produit chocolat noisette délicieux doit forcément contenir plein de sucre. Et c'est le cas. 2 cuillères à café de sucre par portion. Pour être honnête, je ne pensais pas que ce genre de pâte à tartiner contenait du sucre. Mais en fait, elle contient 11,2 x 2,5, 28 grammes de sucre dans un de ces petits pots. Ce qui fait 7 cuillères à café de sucre. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait 7 cuillères à café de sucre dans un pot de cette pâte à tartiner. Alors ça, c'est un grand classique néo-zélandais, sauce tomate. Incroyable. Par portion, c'est-à-dire par dose de sauce tomate, il y a plus d'1 cuillère à café de sucre. Donc à chaque pression dans l'assiette, c'est plus d'1 cuillère à café de sucre. C'est fou, je ne le savais pas. La mayonnaise? On va prendre l'allégée, celle qui porte le symbole de la Fondation pour la santé du cœur. Elle doit être saine. Ok, à chaque pression du tube de mayonnaise sur ce que vous mangez, ça fait 1 cuillerée à café et demi de sucre. J'adore le thon. Qu'est-ce que ça contient? Presque 1 cuillerée à café par portion. Ici, on a un autre grand classique, haricots sauce tomate, qui contient... J'y crois pas. Par portion, il y a presque 4 cuillerées à café de sucre. Je m'attends à beaucoup de sucre ajouté dans les boissons gazeuses. Mais étonnamment, on y trouve aussi du jus de fruits. Les fruits contiennent naturellement du sucre, ce qui est bon. Mais dans les jus, il y a des sucres très concentrés. On dirait qu'on ne peut pas y échapper. Ce que je commence à comprendre en me promenant et en regardant les produits que j'achèterais habituellement, c'est que le sucre n'est pas réellement caché. Il est sous nos yeux. Mais on ne le voit pas parce qu'il est présent quasiment partout. Je ne le savais pas, mais je mange beaucoup de sucre sans même m'en rendre compte. Ce qui m'amène à la question, pourquoi le sucre est partout et qui décide de la quantité employée? J'ai donc décidé de rencontrer un technologiste alimentaire dont c'est le métier. Ici, on développe des produits pour des entreprises agroalimentaires. Ça peut être une barre de céréales, une sauce ou un plat préparé. Alors pourquoi est-ce qu'on met du sucre partout? Je comprends pourquoi on en met dans les glaces et les gâteaux. C'est peu coûteux, donc on l'utilise souvent pour rééquilibrer le coût d'un produit. Dans une sauce par exemple, si c'est une sauce à base d'huile, vous pouvez retirer une partie de l'huile parce que c'est un ingrédient coûteux et mettre plus de sucre. Donc on cherche à faire les produits les moins chers. Et pour faire des produits bon marché, il faut utiliser davantage de sucre pour diminuer le coût.
Les responsables marketing pensent que les consommateurs n'iront pas au-delà d'un certain prix. Comment décidez-vous de la quantité de sucre à ajouter? Eh bien, on utilise une méthode empirique. On goûte le produit pour s'assurer qu'il a bon goût, puis il est présenté à un panel de testeurs. Ce sont des goûteurs professionnels? Qui sont les membres de ce panel? Alors, dans les petites entreprises, c'est généralement le directeur du marketing et parfois même le personnel de bureau. Les plus grandes entreprises ont des moyens de mener des tests sensoriels pour avoir un retour de leurs véritables clients. Ce qui m'étonne toujours dans notre société moderne, c'est que les responsables marketing, qui semblent s'appuyer sur des suppositions et des conjectures, prennent des décisions très importantes. Par exemple, ce sont eux qui décident si la nourriture a bon goût et pas des professionnels du domaine. Le marketing est censé savoir ce que veulent les consommateurs, donc s'il a correctement fait son travail, il est bien renseigné. Mais est-ce vraiment la demande du client qui importe ou est-ce le profit? L'industrie agroalimentaire a continuellement augmenté la dose tout au long du siècle dernier, surtout dans les 30 dernières années. Elle a découvert qu'en faisant cela, le consommateur achetait plus. C'est ce qui fait sa force. Et c'est comme ça qu'elle fait de l'argent. Elle ne compte pas s'arrêter et elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on la contraigne à le faire. La question est, qui peut la contraindre? C'est la question à débattre. J'ai découvert qu'il y a du sucre dans presque tout ce que nous mangeons. Mais en ce qui concerne ma propre alimentation et mon style de vie, j'aime à penser que je fais des choix sains. Grosso modo, voilà comment je commence ma journée. C'est du café, une tasse, et je vais prendre une cuillerée de sucre, c'est pas énorme. Du lait écrémé, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait prendre celui-là. Ensuite, je prends du muesli, qui contient des fibres et de l'avoine. Là, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il faut. Je peux manger mon petit déjeuner avec une bonne conscience. Et je ne néglige pas non plus l'exercice physique. J'ai 20 kilos de bouquins et 15 kilos de cailloux. Si vous voulez vous bouger, il suffit de prendre des trucs lourds. Et de grimper une colline. C'est parti. Je sais que ça peut sembler dingue pour certaines personnes, mais j'ai toujours adhéré à l'idée assez répandue que les calories qu'on gagne, on peut les perdre. Et j'aime me faire plaisir, alors si je fais ça, j'ai droit à ma récompense. Toujours vérifier. Je vais vous montrer la nourriture très saine qui constitue mon repas habituel du vendredi soir. D'abord, on a le sandwich au bœuf et du soda light, j'adore ça. Et ça, je crois que c'est une des plus grandes réalisations de l'être humain. De la crème glacée au chocolat croustillant. Waouh! Regardez ça. Ok, mais ça, c'est juste le vendredi soir. Le reste du temps, je crois que je fais plutôt attention au sucre. Mais quel est notre comportement à l'échelle du pays? J'ai été abasourdi de découvrir que le Néo-Zélandais moyen consomme actuellement la quantité énorme de 50 kg de sucre par an selon certaines études. Ça nous fait en gros 32 cuillerées à café de sucre par jour. On dépasse largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont de 9 cuillerées à café pour les hommes, 6 pour les femmes et 4 pour les enfants. Et dans notre alimentation, il n'y a pas que du sucre ajouté. Il y a aussi le sucre des compléments de glucides raffinés qui sont rapidement convertis en sucre dans le sang. Dans le pain, les muffins ou les gâteaux par exemple. Vous pouvez me mettre un de ces jolis beignets avec des amandes effilées dessus? Tous ces trucs bon marché qui sont vraiment bons, peut-être même trop bons. Angela est une jeune femme active qui habite à Auckland. Elle fait les boutiques, ne pratique pas de sport et elle adore le sucre. On est dimanche matin et je grignote. Mon alimentation se compose essentiellement de sucre et de glucides, car je passe peu de temps chez moi. Je travaille beaucoup et je me nourris de fast-food 3 fois par jour. Du fast-food 3 fois par jour? Oui. Qu'est-ce que vous mangez? Un burrito, mais ça manque de crème.
Où aller pour ne pas avoir à cuisiner ni à faire la vaisselle sans que ça me coûte trop cher? La restauration rapide. Je sais pas, pour moi c'est normal. Voilà mon pot. Du coup, je mange presque constamment dans la journée. J'ai des bonbons sur mon bureau. Et je vais vous montrer ma réserve près de mon lit. Elle est vraiment à portée de main. Mais là, il n'y a pas grand-chose. En général, il y a plus. Alors au risque de passer pour un dingue qui vous accoste dans la rue pour vous demander votre consommation de sucre, pensez-vous que vous êtes peut-être dépendante au sucre? J'aimerais dire non, mais je crois que c'est évident. Oui, certainement. En fait, je ne bois pas, je n'ai jamais été saoule. Je ne fume pas, je n'ai jamais pris de drogue, rien de tout ça. Et je me dis que j'ai bien le droit d'être complètement accro à une chose. En l'occurrence, le sucre. Même si elle est mince et qu'elle a l'air en bonne santé, je suis sérieusement inquiet pour Angela. Alors je vais l'envoyer voir une nutritionniste professionnelle. Je suis vraiment nerveuse. J'ai l'impression que je suis sur le point de me faire gronder par mes parents. Et là, je stresse. Je n'ai jamais vu une alimentation aussi mauvaise chez un adulte de ma vie. Oh non, c'est horrible. Pendant si longtemps. En fait, je suis... Ok, c'est sérieux. Les gens dans votre cas ont tendance à se croire invulnérables et ne pensent pas aux effets qui pourront survenir dans 20-25 ans. Si vous continuez sur cette voie en matière d'alimentation, vous allez vous exposer aux maladies chroniques dont on vous parle tout le temps. Oui, je crois qu'il faut que j'y réfléchisse. Oui. Un retour brutal à la réalité. Parce que si Angela continue à ce rythme, elle pourrait bien rejoindre le quart de million de Néo-Zélandais que l'on estime actuellement diabétiques. Ici, au Middlemore Hospital, dans le sud d'Auckland, on s'occupe des malades. 580 patients sont actuellement traités pour se faire nettoyer le sang par un appareil de dialyse. Et le taux d'admission augmente de 10% par an, ce qui correspond en gros aux statistiques nationales. J'ai rendez-vous avec le chef du service de diabétologie, le docteur Brandon Orwalker. Brandon, tout ça a l'air de coûter cher. Oui, en effet. La dialyse est un traitement extrêmement coûteux à cause des machines et des besoins considérables en personnel. Ça représente de 30 à 60 000 euros par an et par personne. Et ça, c'est juste le coût de la dialyse. À cause de leur maladie de rein, beaucoup de ces patients, en plus du diabète, génèrent un coût supplémentaire dû à une mauvaise circulation sanguine vers les pieds, des problèmes de cœur, de vision, etc. Il y a donc un coût médical direct. Mais il y a aussi un coût encore plus élevé dû au fait que ces personnes qui pourraient travailler doivent interrompre leur vie pour se brancher à une machine. C'est de loin les coûts indirects qui pèsent le plus sur le système de santé. Donc en ce moment même, il y a peut-être des millions de dollars en coûts de santé juste dans cette salle. Les Maoris et la population du Pacifique sont les plus sensibles à cette maladie. Elle touche les jeunes comme les vieux et est très souvent liée à l'obésité. Que pensez-vous de la relation entre le sucre et l'obésité, le diabète et tous ces problèmes de santé? Il y a un lien très clair entre la consommation de sucre et de glucides et le diabète au niveau de la population. Une intervention précoce aurait pu faire la différence, mais le mal est fait. Et Middlemore se retrouve confronté au coût élevé des soins intensifs. D'après vous, au cœur du problème en tant que clinicien, comment devons-nous, en tant que citoyens, réagir face au sucre? Le plus simple, c'est de réduire la prise de sucre en identifiant ce qui n'a aucune valeur nutritionnelle ajoutée. Il faudrait donc diminuer la consommation de boissons sucrées. Est-ce que vous avez très mal aux pieds? Non. Nigel, M. Chand est un patient similaire à ceux qu'on voit souvent à l'hôpital et qui souffre de nombreuses complications liées au diabète. Ces complications ont entraîné des infections et l'amputation de son gros orteil. Mais il a aussi d'autres complications. Il a des problèmes aux yeux, aux reins et au système nerveux. Et à quoi est dû votre diabète selon vous? Eh bien, en fait, je prenais trop de sucre. Et voilà ce qui m'est arrivé. Il y a toujours eu des diabètes dans ma famille. Vous savez, chez moi, ma mère prenait ses pilules, mon père prenait les siennes.
Marilyn a 53 ans. Elle souffre de diabète depuis 20 ans et d'une longue liste de complications qui y sont liées. J'ai subi un décollement de la rétine. J'ai des cataractes qui se forment sur les yeux. Oui, et on m'a posé un stent l'an dernier. Dans votre cœur? À quelle fréquence faites-vous des dialyses et combien de temps prennent les séances? Ah, je viens 3 fois par semaine et ça me prend 4 heures à chaque visite. À chaque fois. Si c'était à refaire, qu'est-ce qui aurait fait la différence pour vous? Mon alimentation. Toutes ces choses sucrées que je n'aurais jamais dû manger. Quel genre de choses? Je mangeais une dizaine de donuts. Vraiment? Oui. Je mangeais aussi du chocolat, des bonbons. Je mettais plein de sucre dans mon thé, je buvais des boissons gazeuses. Combien de cuillerées? J'en mettais 4. Marilyn, on dit qu'il est possible d'être dépendant au sucre, de ressentir le besoin d'en prendre. Est-ce que c'était votre cas? Il fallait que je prenne des bonbons. Vous savez ceux qui sont vraiment sucrés, comme les bonbons à la gelée. Ça fait beaucoup de sucre et il me les fallait. J'en étais arrivée là à cause de mon amour pour le sucre. Moi aussi j'aime le sucre. Et tout ça commence à me faire légèrement douter. Quel est mon taux de sucre dans le sang? Je vais faire des analyses pour le savoir précisément. Le sucre est largement responsable de l'explosion de l'obésité dans le monde et de nombreuses maladies liées à l'obésité. Mais en ce qui me concerne, je fais attention à ce que je mange et je fais du sport. Donc je suis assez confiant sur le fait que je fais ce qu'il faut en termes de santé et d'alimentation. J'ai fait des analyses de sang et je tiens un journal alimentaire depuis 2 semaines. Et j'ai pris rendez-vous chez le docteur Mickey Wildon, la nutritionniste professionnelle, pour connaître mon état de santé. J'ai vos résultats, Nigel. Très bien. Et je crois que vous n'allez pas beaucoup aimer ce que j'ai à vous dire. Ah bon? Vraiment? Oui. Alors, il n'y a pas de danger de mort. Mais à vrai dire... C'est déjà pas mal. Mais à vrai dire, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui, alors, ce qui m'inquiète le plus, ce sont vos triglycérides. Les taux sont mauvais, c'est ça? Ils sont mauvais, oui. Pour information, les triglycérides sont des lipides que l'on trouve dans le sang. Les triglycérides indiquent un excès de sucre dans l'alimentation. Ils épaississent légèrement le sang, ce qui augmente les risques de coagulation et peut augmenter les risques de crise cardiaque. Et les mauvaises nouvelles ne sont pas finies. Le niveau recommandé par la Fondation pour la santé du cœur se trouve en dessous de 1,7 millimoles par litre et le vôtre est de 2,4. On dirait que c'est beaucoup? C'est assez élevé, oui. Vous avez l'air plutôt en forme et vous êtes mince, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes à l'abri de maladies cardiaques. Je ne m'y attendais pas, et pour être franc, ça m'a étonné. Je pensais qu'on me dirait « vous êtes en pleine forme, vous avez une excellente alimentation ». Et au lieu de ça, je découvre que mon régime alimentaire, mes résultats sanguins sont assez mauvais. Je n'ai que 46 ans, je ne devrais même pas m'inquiéter pour mes résultats sanguins. Et là, c'est devenu un peu plus compliqué qu'un simple programme de télé. Et je me dis « mince, il faut vraiment que je change quelque chose à mon alimentation ». J'ai l'impression que tout ce que je pensais savoir sur l'alimentation est peut-être faux. Mais pourquoi le sucre est-il devenu le mal absolu? Toute ma vie, j'ai cru cette vieille idée reçue qui remettait en cause les graisses. Il fallait manger allégé pour manger moins de matière grasse et ne pas grossir. La révolution de l'allégé a démarré dans les années 70-80, alors qu'on commençait à s'alarmer sur les maladies cardiaques. Le rôti familial avec ses graisses saturées naturelles est devenu has-been. Et l'allégé est devenu tendance. Quand ils ont retiré les graisses de la nourriture avait le goût du carton. L'industrie agroalimentaire le savait.
Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Ils ont mis du sucre. Et l'allégé ne nous a pas rendus plus maigres. C'est même tout le contraire. On s'est mis à devenir de plus en plus gros et mal portants à mesure que la dose de sucre dans la nourriture augmentait. Alors j'arrête. Le sucre, c'est fini pour moi. Et j'arrête aussi les glucides raffinés. Au Nelson Hospital, on associe directement le sucre à un autre risque incroyablement grave pour la santé. Cette fois, c'est l'impact des boissons sucrées et des jus sur la santé dentaire des enfants. J'ai rejoint le docteur Rob Beaglehall et son équipe en salle d'opération. Quelle est l'ampleur du problème? En termes de chiffres, le nombre d'enfants qui se font extraire des dents chaque année est énorme. L'année dernière, 34 000 enfants de moins de 14 ans se sont fait extraire une ou plusieurs dents, et on sait que ce chiffre augmente d'année en année. Rob, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, on dirait qu'il y a un problème, non? En effet, Nigel. Ce que je vois là, c'est que toutes ces incisives ont des trous et des caries. Les points d'ombre ici, ce sont des caries. Ce qu'on peut aussi voir, c'est la dent permanente en haut. Malheureusement, cette dent noire écariée jusqu'au nerf devra être extraite. C'est pire que ce que j'imaginais. Et totalement évitable. Cette dent va sortir. Les parents nous ont dit qu'ils avaient une alimentation très riche en boissons sucrées. Et les boissons sucrées sont la source numéro 1 de sucre dans l'alimentation des enfants. Ils ont avoué qu'ils lui donnaient du soda au biberon. Je n'aime pas l'idée d'un état hyperprotecteur, mais certains en auraient bien besoin. Cette anesthésie générale coûte environ 3 000 € aux contribuables. Ouais. Je crois que ce qui m'a vraiment frappé, c'était le spectacle. Dans la salle, il y avait des anesthésistes, un dentiste, des chirurgiens, des infirmières de bloc opératoire et une quantité énorme de matériel. Ça a duré 3 heures et je me disais que tout ça aurait pu être évité. Au final, cette petite fille s'est fait extraire 6 dents sous anesthésie générale. Ce qui peut s'avérer dangereux, même dans les conditions les plus favorables. Quelles sont les conséquences si vous perdez 6 dents? Elle aura des problèmes pour se nourrir, des problèmes d'ordre esthétique, social, et malheureusement, elle aura aussi de graves problèmes orthodontiques qui nécessiteront des traitements complexes par la suite pour tenter de repositionner les dents. Et j'allais bientôt apprendre que ce n'était qu'un seul des patients que Rob et son équipe allaient soigner ce jour-là. Quel âge a cet enfant déjà? 2 ans. Sur ces 4 incisives, il n'y a plus du tout de dents. Tout ce qu'on peut voir, ce sont les racines. Cet enfant a dû souffrir énormément. Donc dans ce cas, les boissons sucrées ont littéralement dissous les dents jusqu'à la gencive? Dans une certaine mesure. Et ça a pu se produire en 6 mois seulement. On peut voir que le nerf est en train de saigner. Pour un parent, c'est une vision insoutenable. Ce qui est vraiment impressionnant dans tout ça, c'est qu'on a tout un bloc opératoire rempli de gens très qualifiés. L'utilisation du bloc opératoire coûte 3 000 € et on pourrait faire autre chose avec. Au lieu d'extraire des dents à des enfants de 2 et 3 ans parce qu'ils boivent trop de boissons sucrées. C'est complètement aberrant et c'est tout à fait évitable. Alors combien de sucre y a-t-il dans les boissons qui pourrissent les dents de nos enfants? Une bouteille comme celle-ci fait 1,5 litre classique. Divisé par 4, ça nous fait 40 cuillères à café de sucre. 40 cuillères à café de sucre? Sur les 33 000 articles vendus dans le supermarché moyen, c'est le numéro 1 des ventes.
Celui-là est vert, il est sûrement bon pour la santé, il est vert. En fait, il est pire, il contient 12,6 grammes de sucre. Ça fait 47 cuillères à café de sucre. Donc on arrive quasiment à 50 si on arrondit. Oui, 50 cuillères à café. Et c'est ce qu'on trouve souvent dans les fêtes des enfants. Exactement. Et si on regarde ce produit-là, c'est une portion. Et elle contient 600 millilitres. Ce qui fait 16 cuillères à café de sucre. Et si un enfant la boit, il ingurgite 5 jours de sucre. Donc ça, c'est 5 jours de sucre dans une bouteille. Exactement. C'est terrible. Et ça m'étonne vraiment. J'étais loin de l'imaginer. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'en dit l'industrie agroalimentaire. J'ai découvert combien de sucre nous consommions tous. Et j'ai considérablement modifié mes habitudes. Je suis les recommandations de mon nutritionniste, le docteur Mickey Wildon, depuis 2 mois. Et je suis revenu pour vérifier si ces conseils ont eu un impact sur mes niveaux inquiétants de triglycérides. Alors Mickey, au bout de 2 mois, que donnent les analyses? Eh bien Nigel, on a de très bons résultats. Vos triglycérides étaient à 2,4 la dernière fois qu'on s'est vu et ils sont tombés à 1,5, ce qui est très bon. C'est bien. C'est excellent, parce que les niveaux de graisse élevés dans mon sang pouvaient provoquer des attaques et des crises cardiaques. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. J'ai perdu 3,5 kg en 10 jours à cet endroit. Je peux serrer ma ceinture d'1 cran de plus. Les conséquences sont importantes pour moi. Et elles le sont aussi potentiellement pour l'économie mondiale. Le Crédit Suisse, l'une des plus grandes banques du monde, a également pris part au débat en établissant un lien direct entre la consommation excessive de sucre, l'augmentation globale du diabète de type 2, l'obésité et un phénomène appelé syndrome métabolique. Le syndrome métabolique inclut une pression sanguine élevée, un taux élevé de sucre et de cholestérol dans le sang et un excès de graisse corporelle. Ces symptômes augmentent les risques de maladies cardiaques, d'attaques et de diabète et seraient essentiellement dus au sucre, selon le Crédit Suisse. La banque a mené une étude auprès de 152 médecins aux États-Unis, en Europe et en Asie, et 90% des praticiens interrogés approuvent ces conclusions. L'industrie agroalimentaire ne veut pas l'entendre. Pour elle, c'est un tissu de mensonges. Alors que dit-elle? Que c'est de la science de comptoir, sans rigueur, mal faite. Que ce n'est pas crédible et qu'elle continuera à faire ce qu'elle fait. L'industrie agroalimentaire a sa propre interprétation de la science. Et je veux connaître son opinion sur le professeur Lustig et son message sur le danger du sucre. Je crois que Robert Lustig exagère le rôle du sucre. Je crois que ses arguments tiennent en grande partie du mélodrame. Certains de ses propos sont considérés comme hystériques. Et si vous interrogez un certain nombre de chercheurs éminemment respectés en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier, ils vous diront « Cette personne soulève le problème de la surconsommation de sucre, mais affirmer sans nuance que le sucre est toxique et que le sucre est un poison est absolument faux. » Peut-être. Mais le sucre est fortement impliqué dans des problèmes de santé publique. Alors pourquoi ne pas augmenter son prix? Pourquoi ne pas créer une taxe du sucre? Une taxe sur les sodas n'a jamais changé grand-chose au problème de l'obésité. Pas plus qu'une taxe sur les graisses. Le problème n'est pas le sucre ni les graisses. C'est un tout. C'est la suralimentation et le manque d'exercice. En ce qui concerne les boissons sucrées, et en particulier les sodas, je crois qu'il est intéressant de constater qu'elles sont bien souvent moins chères au litre que l'eau dans le même commerce. Et je crois qu'on pourrait rééquilibrer cela en modifiant la structure des coûts, chose que l'industrie n'a jamais faite d'elle-même. Au contraire, elle a fixé l'eau à un prix plus élevé. Oui, c'est intéressant, car l'industrie affirme que ça ne changera rien du tout. Et c'est intéressant de voir que le prix influe sur la catégorie de population qui consomme les boissons sucrées. Et là, ce sont typiquement les enfants et les plus pauvres. L'industrie agroalimentaire prétend qu'une taxe sur le sucre ne ferait qu'augmenter le prix des aliments, ce qui nuirait surtout aux plus démunis.
Mais le New Zealand Medical Journal a publié une étude qui affirme qu'une taxe de 20% sur les sodas sauverait des vies et générerait des millions pour les programmes de santé. Apprendre à être adulte, ça consiste aussi à faire ses choix. Car les choix que nous faisons ont un impact sur nos vies. Le gouvernement ne peut pas nous tenir par la main et prendre les décisions à notre place. C'est exact. Le gouvernement ne peut pas choisir pour nous ce que nous mettons dans notre caddie, et je n'ai pas envie de vivre dans un pays qui exerce un tel contrôle. Vous me dites qu'il faut faire en sorte que les gens se responsabilisent et fassent de meilleurs choix d'alimentation. Mais est-ce que c'est en adéquation avec les campagnes marketing très habiles et très ciblées des compagnies qui veulent vendre leurs produits? Personne ne peut croire une seule seconde qu'une campagne marketing peut vous forcer à mettre quoi que ce soit dans votre caddie. La consommation relève du choix personnel et du fait de comprendre toute l'importance de manger modérément. Mais le psychologue qui est en moi ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont très forts pour influencer notre comportement. Ma question se pose dans un contexte de... Je ne crois pas. Je crois que les campagnes de publicité me donnent l'information dont j'ai besoin en tant que consommateur, mais c'est moi qui décide ce que je mets dans mon caddie. C'est bien beau de parler de choix personnels quand on a une telle force de persuasion. Je reviens du supermarché où j'ai acheté 3 bouteilles d'1,5 litre de soda pour 3,60 €. 3,60 €. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils n'avaient pas ou presque pas le choix, car ils étaient accros ou au mieux accoutumés au sucre. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que l'industrie agroalimentaire prenne davantage de responsabilités ? En fin de compte, l'industrie agroalimentaire se moque de ce qu'elle vend tant qu'elle arrive à vous le vendre. Tant que ses profits seront préservés, elle vous vendra ce que vous voulez. Et je ne suis pas contre le fait que l'industrie agroalimentaire fasse de l'argent. Je suis contre le fait qu'elle fasse de l'argent en vendant des produits nocifs. Donc la décision doit être prise au niveau du gouvernement, elle doit être globale. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vois pas comment le gouvernement peut se tenir à l'écart, parce que comment voulez-vous que l'industrie agroalimentaire puisse travailler de façon cohérente sans contrôle gouvernemental ? Pendant que les deux camps se retranchent à Yendaraskool dans le sud d'Auckland, on a arrêté d'attendre et on agit. L'école a banni les boissons sucrées et encourage un changement profond de style de vie. Sue, on mangeait beaucoup de sucre et de fast-food ici. Quand avez-vous commencé? On ne mangeait que des cochonneries. On n'avait pas de nourriture saine. Il n'y avait pas de fruits, pas de pain, pas d'eau. On avait du fast-food au déjeuner et du fast-food au petit déjeuner. On fonctionnait comme ça à l'époque. Il y a eu une réaction en chaîne. Au niveau du changement de comportement à la maison avec les parents, qu'est-ce qui fait la différence? On a utilisé les enfants pour éduquer les parents, en quelque sorte. Et c'est vraiment adorable quand des parents viennent nous raconter des anecdotes amusantes. Ils vont faire les courses avec leur enfant de 5 ans qui leur dit « Non, on ne peut pas acheter ça, il faut manger sainement et ça, ce n'est pas possible. » Pas de fast-food ici. Et d'après le directeur de l'école, les élèves mincissent de façon visible. Alors les enfants, vous avez quoi à déjeuner aujourd'hui? Une énorme portion de carottes. Et qu'est-ce que c'est? Des amandes, des oranges, du yaourt, des fruits? Qu'est-ce qui est meilleur pour vos dents? De l'eau ou des boissons gazeuses? L'eau. L'eau, c'est bon pour la santé. Exactement, l'eau, c'est bon pour la santé. Et ça fait aller aux toilettes? Oui, c'est vrai. Faisons le bilan. Ce qui a été fait à Yendaraskool est vraiment remarquable. Ça a changé la façon de manger des enfants et grâce à ça, le nombre d'élèves obèses a diminué dans l'école. Qui aime le concombre? Les enfants se sentent mieux en classe, leur famille change et ça entraîne un changement pour tout le monde. C'est très bien de parler de responsabilité individuelle et beaucoup de gens pensent que chacun devrait prendre ses décisions lui-même. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça qu'on change les habitudes. Du point de vue de la psychologie, pour changer les comportements, il faut une autorité, une réelle intention, un suivi. Et il faut des gens pour gérer le processus. C'est ce que toute l'équipe de Yendaraskool a fait et ça marche.
Le sucre est profondément ancré dans notre mode de vie, tout comme le diabète maintenant. C'est une des crises sanitaires les plus graves que nous ayons connues. Chaque jour, on estime à 50 le nombre de nouveaux diabétiques néo-zélandais. Tous les pays du monde ont connu un pic d'obésité. Ici, nous connaissons un pic de diabète qui surpasse l'explosion de l'obésité. Pouvons-nous inverser la tendance en diminuant nos doses de sucre? À Paraparaumu, tout près de Wellington, Marianne est la preuve vivante que c'est possible. Ça sent bon. Et c'est bon. Ma mère et ses sœurs ont toutes souffert d'un diabète grave. Et ma mère a fini par subir une greffe de rein. Et avant ça, elle était en dialyse. Elle a ensuite été hospitalisée et elle a fini par sombrer dans le coma. Donc vous avez vu le diabète prendre la vie de votre mère et après ça, on vous a dit que vous étiez prédiabétique. Ça a dû être terrible. C'était extrêmement éprouvant et surtout très très effrayant. Un jour, Gary est rentré du travail. On avait regardé les différents régimes. Il est rentré et il a dit « on arrête le sucre ». Gary, le mari de Marianne, est pilote. C'est lui qui a pris l'initiative. Salut Gary. Je suis venu chez vous pour un bon curry. Ah, j'adore ça. On a ouvert les placards et le frigo et on a jeté tout ce qui contenait plus de 5% de sucre. On a décidé d'utiliser du glucose ou du dextrose comme substitut au sucre et on s'est mis à manger de la vraie nourriture. Est-ce que c'était facile d'arrêter le sucre? Ça vous a manqué? Oui, les 2 premières semaines. C'est peut-être les 4 premiers jours qui ont été les plus difficiles. Ça sent vraiment bon. Et je me dis que c'est vraiment génial parce que c'est très simple. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de la teneur en sucre? La pâte de curry qu'on utilise contient moins d'1 gramme de sucre pour 100 grammes. C'est bien. Nous sommes partisans de la cuisine sans sucre. En fait, ce n'est pas complètement sans sucre. Il y en a 4 grammes pour 100 grammes. Donc vous n'êtes pas complètement extrémiste. Vous ne le considérez pas comme toxique. Il y en a un peu là-dedans. Oui. Mais juste le minimum. Exactement. Un choix simple qui a eu un effet considérable sur la vie et la santé de Marianne. Quelle différence ça a fait pour vous sur le plan physiologique? Ça m'a fait perdre 18 kilos. Et votre diabète, qu'est-ce qu'il est devenu? Disparu. Je ne suis plus prédiabétique, ce qui est excellent. Donc apparemment, je n'ai plus aucun risque de devenir diabétique. Comment était votre vie avant d'arrêter le sucre? J'étais gros. Très gros. J'ai atteint les 106 kilos. Et maintenant? 72,5. C'est une perte considérable. Oui, ça fait 25% de mon poids. Ça me met en colère, parce que je n'aurais jamais dû être prédiabétique. Ma mère n'aurait probablement jamais dû mourir du diabète, et ça me rend furieuse. On aurait pu éviter ça s'il n'y avait pas eu de sucre dans nos vies. Je viens de trouver quelque chose d'assez appétissant. C'est le dessert allégé aux fruits rouges de Gary. Il n'y a pas du tout de sucre dedans. C'est vraiment bon, on dirait que ça peut faire des ravages. Donc on n'est pas obligé de manger des choses fades et tristes, on peut manger des choses délicieuses. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Gary et Marianne se régalent d'un bon repas et sont en bonne santé, essentiellement parce qu'ils ont réduit leur consommation de sucre. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je pensais être en bonne santé, modéré en toutes choses. Je prenais un peu de sucre parce que je faisais de l'exercice. En fait, j'étais bien loin de la réalité. Mon sang contenait trop de graisse qui pouvait provoquer des attaques et des crises cardiaques. J'ai découvert que notre alimentation riche en sucre et les quantités de soda qu'on consommait nous plongeaient dans une grave crise sanitaire. Les enfants qui vont à l'hôpital pour se faire arracher des dents sont de plus en plus nombreux. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne donne pas à nos enfants de 2 ans du tabac à fumer ni de l'alcool à boire. En revanche, on donne à des enfants de 2 ans des boissons sucrées.
C'est assez simple. Il faut réduire la prise de sucre en identifiant ce qui n'a aucune valeur nutritionnelle ajoutée. Le plus facile est donc de diminuer la consommation de boissons sucrées. La question est, combien de preuves vous faut-il pour accepter le changement? Il faut inverser la tendance. C'est une crise sanitaire. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Se débarrasser du sucre dans la nourriture. Alors j'ai arrêté le sucre. Résultat, mon analyse de sang était bonne et j'ai perdu du poids. Le sucre est responsable de toutes sortes de maladies. J'ai lu des études et j'en suis convaincu. Bien sûr, les portions énormes, les aliments transformés et le manque d'exercice ont également une part de responsabilité. Mais on ne peut pas forcer les gens à faire du sport. En revanche, on peut limiter notre consommation de sucre. Si nous ne faisons rien, l'impact sur notre système de santé sera terrible. Consommer des produits allégés ne fait pas maigrir, c'est parfois même contre-productif pour perdre du poids. En résumé, prendre le temps de cuisiner des produits sains et pratiquer plus d'activité physique, il n'existerait à ce jour pas de meilleur régime minceur. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles enquêtes. Investigation se poursuit sur France O.